Seconde invitée, Christine Bastin. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche FNRS à l'Université de Liège en neurosciences cognitives. Alors dites-moi, question un peu traditionnelle, la petite Christine, une chercheuse en herbe ou au contraire uniquement sur le tard? Pas tellement, plutôt sur le tard. Enfant, j'aurais voulu être archéologue, mais c'était plutôt l'effet Indiana Jones. Oui. J'avais pas tellement conscience que c'était aussi de la science. Et je suis entrée dans la recherche par le hasard de rencontres et de propositions de postes. Et j'ai découvert la passion de la recherche vraiment sur le tard. Donc c'est un jour un prof qui vous a dit « Tiens, Christine, tu ferais pas une thèse ?» Voilà, c'est ça. Et ça, c'est parce que vous étiez brillante, parce que pour qu'un prof propose ça... Je ne sais pas. En tout cas, on me l'a proposé. Vous avez terminé avec une grande distinction, la plus grande peut-être. Oui, je me souviens plus que c'était la plus grande, oui. Ah, mais, voilà. Mais peu importe. Mais oui, c'était vraiment une opportunité. Ouais. Du Donc coup, une carrière un peu par hasard, et maintenant vous êtes la boss à Liège, dans votre service. Est-ce que c'est facile de diriger des chercheurs et des chercheuses qui sont souvent, on l'espère, des gens épris de liberté et de créativité? Oui, c'est assez facile parce que c'est un monde très collaboratif à la base. Et notre objectif en tant que chef d'équipe, c'est plutôt de promouvoir l'autonomie chez les jeunes chercheurs. Donc justement, la volonté de liberté est une bonne chose et on essaie d'encourager le plus vite les chercheurs à suivre leur voie. Alors le cerveau, c'est votre domaine. Le cerveau, c'est un petit kilo, je crois, avec 90 milliards de neurones. Est-ce que ça fait rêver ou ça fait flipper? 90 000 milliards de neurones. C'est plutôt fascinant. Ça veut dire qu'on est capable de gérer tous les aspects de notre vie grâce à cet organe, il est central. Et d'ailleurs, je dis souvent autour de moi, faites attention à votre cerveau, donc évitez les coups sur la tête, etc., parce que tout dépend du cerveau. Mais c'est une machine merveilleuse. Alors, mémoire et vieillesse, ça je pense que c'est vraiment l'ADN de votre recherche, finalement, depuis le début. Oui. Alors, ces fameuses neurones, elles s'en vont, elles s'auto-réparent, mais de moins en moins quand on a l'Alzheimer. Oui, oui, ça fait partie du développement de la maladie. C'est une mort des neurones qui est causée par toute une série de protéines anormales qui sont à l'origine. Et plus on perd des neurones dans des régions qui sont responsables de fonctions cognitives, plus ça a des conséquences cliniques et ça déclenche tous les symptômes qu'on connaît. Parce que théoriquement, les neurones peuvent s'auto-réparer. Oui. Oui, on a la neurogénèse, on appelle ça la neurogénèse, qui est là, présente tout au long de la vie. Mais à un moment donné, c'est compensé, enfin, ça ne compense pas la perte des neurones qui apparaît. Mais ces milliards de neurones, elles servent à quoi ces milliards? En fait, on parle de milliards, ça semble tellement énorme dans un kilo. Oui. En fait, ils sont surtout très connectés entre eux. C'est plutôt des groupes de milliers de neurones qui travaillent ensemble pour nous permettre d'être efficaces et rapides dans toutes les tâches cognitives qu'on effectue. Et ça peut se reconnecter quand il y a un problème? Oui, un peu. Malheureusement, on ne répare pas jamais parfaitement une lésion cérébrale. Alors, votre recherche, pour l'instant, qui est passionnante, c'est de mettre sur pied un test diagnostic précoce de l'Alzheimer. Comme ça, pas de PET scan, pas de ponction qui fait parfois un peu mal, pour identifier les premiers symptômes. Comment vous vous y prenez? Alors, en fait, c'est plutôt l'évolution d'une longue période de recherche. On a d'abord commencé à essayer de comprendre quels étaient les problèmes de mémoire qui caractérisent la maladie d'Alzheimer, vraiment en cernant les processus FA qui apparaissent. Et au cours de ces recherches-là, qui ont quand même pris 10 à 15 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une série de fonctions qui dépendent d'une région cérébrale. Je voudrais préciser que c'est parce qu'on relie les fonctions cognitives au fonctionnement du cerveau. On s'est rendu compte que certaines fonctions cognitives dépendaient de la région qui est une des premières à être touchée de la maladie d'Alzheimer. Donc notre objectif, c'est vraiment de développer des tâches qui permettent de tester cette fameuse fonction sensible à la région de la maladie d'Alzheimer. Et comment vous fabriquez ce test? Avec des gens, vous faites passer des épreuves, et puis il y a de la théorie et de la pratique, finalement. Voilà, c'est ça. Donc c'est surtout d'abord de la théorie. On construit des épreuves sur base de nos hypothèses et de ce qu'on a compris. On essaie vraiment, on crée beaucoup de tâches en essayant de les faire les plus propres possibles, les mieux contrôlées, pour vraiment qu'elles testent exactement ce qu'on veut qu'elles testent. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis alors, on expérimente avec des grands groupes de volontaires à qui on propose ces épreuves-là. Et en parallèle, on évalue aussi le fonctionnement de leur cerveau. Chez nous, on utilise l'IRM pour obtenir des mesures du volume cérébral. Ah oui, pour ces gens qui sont des volontaires. Voilà, c'est ça. On a les deux mesures en parallèle et du coup, on peut établir des liens entre
la capacité à réussir la tâche et le volume des régions qui nous intéressent. Alors, au fond, il y a deux parties du cerveau, c'est ce que vous dites. L'une qui se souvient des événements hyper précis et l'autre des choses plus générales. Et donc, finalement, d'après déjà vos premières recherches, c'est mieux de se souvenir des choses plus générales. En fait, c'est bien de se souvenir des deux. Oui, Donc, bien sûr, oui. Dès le début, notre cerveau a été construit pour avoir une mémoire très riche. En fait, la mémoire, c'est extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer quand on y pense intuitivement. Et on est doté de différents circuits cérébraux qui permettent de souvenir des événements de différentes manières. Et par exemple, dès le début d'un événement qu'on rencontre, on va mémoriser à la fois tous ces détails très précis, comme la couleur des vêtements, la température, les émotions, etc. Et à côté de ça aussi, plutôt le message principal. Qu'est-ce qui s'est passé? On appelle ça la mémoire globale. Alors, on le sait, la mémoire est fragile. Est-ce que les pauses sont bonnes pour consolider les souvenirs, les siestes, bien dormir, ou au contraire, si on est 24 heures sur 24 connecté, énervé, ça, c'est pas bon? Non, les pauses sont fondamentales. On l'oublie souvent, mais en fait, après avoir mémorisé quelque chose, il est très important d'avoir un moment de repos, parce que c'est le moment où le cerveau va en fait faire, on appelle ça replay en anglais, en fait, il va rejouer ce qu'on vient de vivre pour le consolider et permettre que la trace reste à long terme. Si tout de suite après avoir vécu quelque chose, on entre dans une autre activité qui nous distrait, on n'a pas cette consolidation. Et alors ça se passe au quotidien par des moments de repos et surtout pendant le sommeil qui est vraiment qui joue un rôle important dans la consolidation. Mais donc, je ne sais pas, un acteur qui est en train d'étudier un texte et de le mémoriser, il mémorise pendant 2 heures et puis c'est bien qu'il fasse une petite sieste. Ce sera un bon conseil, oui. Ah, c'est un bon conseil. Alors, l'émotion joue aussi dans le fonctionnement, je pense, de la mémoire. Mais comment ça marche? Il y a des choses qu'on voudrait bien oublier et qu'on n'oublie pas, et des choses dont on voudrait se souvenir et qu'on oublie. Alors, d'une part, il y a les choses où on ne maîtrise pas. Donc, spontanément, notre mémoire va être meilleure pour les éléments qui ont une composante émotionnelle. Donc, les événements négatifs et positifs, les deux, sont mieux mémorisés que des événements plus neutres. Mais il y a quand même moyen aussi de choisir volontairement de mémoriser certaines choses et on peut essayer d'oublier, en quelque sorte, certaines choses. En fait, le cerveau ne les oublie pas, mais on les met un peu en sourdine et ça évite que ce soit simplement à l'avant-plan. Mais quand on fait une psychanalyse, par exemple, là, la mémoire fonctionne. Est-ce que la psychanalyse, c'est bon pour faire fonctionner la mémoire? Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est vrai que le principe de la psychanalyse, c'est vraiment aller rechercher les souvenirs enfouis. La mémoire émotionnelle. Voilà, c'est ça. Les traumatismes anciens qui avaient été oubliés pour pouvoir les affronter. Oui, et d'ailleurs, vous travaillez avec Monsieur Luminet, le directeur de recherche à l'Université de Louvain, qui était dans une de nos émissions. C'est ça. On a un projet commun. La mémoire collective, c'est vraiment les souvenirs que des personnes partagent parce qu'ils ont vécu la même chose et peuvent les échanger. Et ça constitue un peu une composante de l'identité d'un groupe. Et nous, dans le cadre de l'étude collaborative avec Olivier Luminet, on s'intéresse à la transmission des souvenirs au sein des familles pour essayer d'étudier est-ce que, oui ou non, les souvenirs que nos générations plus anciennes ont vécu et nous ont transmis restent bien dans la mémoire des plus jeunes générations. Et pour l'instant, il y a déjà des résultats? Alors, les résultats commencent à peine à arriver, mais visiblement, il y a pas mal de choses qui s'oublient. Mais il reste aussi des souvenirs qui restent présents. Et il semble que c'est lié au fait que ça joue un rôle important dans, par exemple, la construction de l'identité, pour savoir d'où on vient, qui on est, et pour créer des liens sociaux aussi entre les membres de la famille. Alors bon, vieillesse, on parle évidemment souvent de l'Alzheimer. On parle souvent d'ailleurs du naufrage de la mémoire. Mais est-ce que la mémoire ne fonctionne pas aussi autrement quand on devient vieux? Oui, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, effectivement, c'est un symptôme primordial. Mais au cours du vieillissement normal, les plaques de mémoire sont très fréquentes. Elles sont souvent liées aussi à une peur de développer une démence. Mais en réalité, elles reflètent uniquement la partie négative de ce qu'on pourrait imaginer, qui sont la perte de la mémoire des détails. Donc avec l'âge, on se souvient moins bien de qui a dit ça, où c'était exactement que les choses se sont passées. Mais à l'inverse, la mémoire du sens général des événements, donc la mémoire globale, elle reste préservée et voire même meilleure que quand on est plus jeune. Ah bon? Oui. Et on pense que ça, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très très bonne nouvelle. Et on essaye ici d'étudier les raisons de pourquoi il y a ce changement. Il y a une hypothèse très négative qui dit puisqu'on perd les détails, on compense, on se rappelle de la forme globale. Je n'aime pas tellement cette hypothèse-là. J'aimerais bien tester une autre qui est plus optimiste, qui est plutôt l'idée que quand on vieillit, les objectifs de vie ne sont plus les mêmes. Et donc, on a des motivations différentes à se souvenir des choses.
Et se souvenir des détails n'a plus d'importance. Ce qu'on veut, c'est se souvenir de l'essence des événements, parce que ce qu'on veut, avant tout, c'est le bien-être, être heureux, être entouré de personnes qui comptent pour nous. Alors, allez, 2 questions plus personnelles. Vous avez une bonne mémoire? Ben, ça commence à décliner un petit peu, mais à la base, oui, sauf pour les chiffres. On a chacun des problèmes pour les chiffres, pour les noms. Voilà, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et en fait, la mémoire est très, très différente d'une personne à l'autre, très tôt, hein, déjà même à l'enfance. Alors vous, est-ce que vous travaillez à heure fixe? D'où vous viennent vos idées, vos inspirations? Vous avez des lieux privilégiés? Oui, un petit peu. Donc les heures fixes, non. En fait, souvent dans la recherche, c'est la liberté de chercher, c'est vraiment le cas de le dire. En fait, on adapte voilà, en fonction de ce qu'on a à faire, etc. Ce qui est un grand avantage. Mais souvent, on ne compte pas les heures, donc on a tendance à travailler plus que le temps nécessaire. Et pour revenir sur l'idée des pauses, en fait, dans mon cas, les idées viennent souvent justement dans des moments de repos. Par exemple, pendant le trajet en voiture au travail et dans la salle de bain, où souvent... J'arrive souvent en réunion, je dis « Ah, vous savez, tout à l'heure, dans ma douche, j'ai pensé à ça, on ferait bien cette étude-là. » Ah oui. Parce que c'est vraiment les moments où, en fait, le cerveau, vu qu'il n'est pas concentré, peut créer des liens tout seul. Et la créativité, en fait, c'est reconstruire des petits morceaux d'informations pour leur donner une nouvelle forme. Donc chacun devrait trouver, pour aiguiser sa mémoire à la créativité, son topos, si j'ose dire. Voilà, c'est ça. Un peu de calme et de flexibilité. Allez, dernière question. Quelle est votre utopie dans votre recherche à vous, dans les années qui viennent? L'utopie la plus intégrale? En fait, ce n'est pas nécessairement une utopie, c'est vraiment un objectif réel qu'on a, pour être honnête. Parce qu'en fait, la recherche fondamentale, c'est vraiment comprendre les choses, construire les pièces du puzzle. Mais souvent, j'aimerais pouvoir avoir quelque chose d'utile, vraiment avoir quelque chose, un impact réel sur la société. Et jusqu'à présent, je n'avais pas toujours, à part ces messages positifs qu'on peut transmettre sur la mémoire et le vieillissement. Mais là, avec vos tests? Mais voilà, notre objectif, ce serait de pouvoir proposer un test qui soit vraiment utile en clinique. Le test, il sera, à votre avis, voilà. D'ici 5 à 10 ans? 5 à 10 ans. À peu près. Merci d'avoir été mon invité. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces interviews sur LN24, mais aussi sur les sites de la Libre, de l'Avenir et de la DH. À mercredi prochain.